Nous roulons à vive allure vers cet itinéraire où nous attend Rodrigue Bertrand Tweno dans ce 20h30. Tabaski, senteur et saveur de mouton dans l'air du temps. Les mosquées se parent contre le coronavirus et les familles se préparent. Le fumet des préparatifs monte dans ce journal. Et puis en sport, Jeux Olympiques de Tokyo 2020, débarquement des fauves camerounais dans la capitale japonaise. Les Lions de l'athlétisme sont à Tokyo depuis hier après 2 semaines d'entraînement dans la ville de Ita. Examen des chances de médailles en boxe dans le ring de cette édition. Voilà pour les titres. Un geste barrière et un message du chef de l'État. Et puis, je vous raconte toutes ces nouvelles dans le détail. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Vous n'avez pas oublié l'accident ayant coûté la vie le week-end dernier à 2 enfants et un encadreur de colonie de vacances. 2 jours plus tard, les 12 petits rescapés retrouvent peu à peu le sourire. Nos équipes leur ont rendu visite à l'hôpital central où ils sont pris en charge. Oswald Medung. 2 jours après, tous les rescapés de l'accident ont repris le chemin de l'hôpital central de Yaoundé, à côté des 3 autres qui y avaient déjà été hospitalisés depuis le drame. Si leur état physique ne semble pas inquiétant, le ministre du Tourisme et des Loisirs a tenu à s'assurer que rien de fâcheux ne couvre sous cette apparence externe. Son département ministériel assure d'ailleurs la prise en charge intégrale des 12 enfants hospitalisés, avec le concours du ministre de la Santé publique. Certaines familles ont déjà fait le déplacement pour se retrouver au chevet des petits colons, à côté des responsables du ministère du Tourisme, qui ne quittent pratiquement plus l'hôpital. Ainsi encadrés, ils retrouvent déjà pour la plupart le sourire et l'ambiance bon enfant entre congénères. La complicité des compagnons des dernières semaines a vite refait surface malgré les blessures visibles et invisibles. Quelques cas restent tout de même préoccupants, bien que hors de danger. Tous les enfants vont devoir subir une batterie d'examens, dont l'objectif est de rassurer définitivement tout le monde sur leur état de santé. À en croire une source interne, leur séjour à l'hôpital central de Yaoundé va se poursuivre jusqu'à ce que le dernier colon soit entièrement rétabli. Le préalable avant tout retour en famille. Et voici un chiffre à retenir ce soir, 103 milliards de francs CFA. C'est le montant des économies que compte réaliser sur les 15 prochaines années le port autonome de Douala. Ces fonds proviendront du dragage qui devrait aussi générer des emplois. Avantage du dragage en régie, Alvin Giselzi. C'est un véritable bond en avant que vient de franchir le port autonome de Douala-Bounabéry. Un nouveau cap avec la gestion en interne du dragage, longtemps assurée par les compagnies étrangères à raison de 10,5 milliards par an. Ce sont au total plus de 156 milliards qui ont été prélevés de la trésorerie du port autonome de Douala-Bounabéry. L'internationalisation du dragage coûterait désormais 76 milliards en moyenne, soit une économie projetée de 103 milliards de francs CFA. Nous maîtrisons de mieux en mieux notre chenal. Nous n'avons plus d'inquiétude d'être floués. Nous n'avons plus d'inquiétude de contrôle sur l'effectivité de l'activité, puisque nous la faisons nous-mêmes. Au-delà de l'impact économique et financier, l'autonomisation du dragage induit des gains sociaux et stratégiques. Nous avons connu des vols, nous avons connu l'insécurité. Aujourd'hui, tout ça est en train de disparaître. D'autres importants projets de développement sont prévus à court, moyen et long terme. Nous avons des vieux magasins au port depuis des années. Les dernières informations que nous avons de la direction générale font état de ce que une convention a été signée et que très bientôt, ces magasins vont être cassés pour être reconstruits.
635 cycles de dragage ont été effectués en 5 mois, soit 1 900 000 mètres cubes dragués dans le chenal du port autonome de Douala-Bounabiri. En internalisant les activités de dragage, le port autonome de Douala-Bounabiri ambitionne de demeurer le pôle de référence dans le golfe de Guinée. Partons pour une inspection de la route Yaoundé-Bafoussam, la nationale numéro 4 qui a fait tant et tant de morts est en pleine réhabilitation. Les nids de poules laissent progressivement la voie à une chaussée de meilleure circulation. Rodrigue Bertrand-Toueno est allé faire un peu de tourisme sur cet axe pendant le week-end. Il nous raconte. Au sortir de Yaoundé pour Bafoussam, le vieux rond-point d'Obala a disparu et un échangeur est en gestation. Il va fluidifier le trafic. La conception qui a été faite, c'est pour rendre fluide le trafic entre Yaoundé et Bafoussam. Donc il n'y aura plus de sens giratoire, donc il passe directement. Et maintenant les gens qui partent à Obala aussi, ils passent aussi et ils reviennent à Yaoundé sans arrêt. Des Bebda à Bafoussam, les fruits de la réhabilitation en cours depuis plus de 3 ans sautent aux yeux. La couche de roulement large de 7,40 mètres a été refaite. Les bordures n'échappent pas à la cure de jouvence. Les vieilles buses métalliques ont été envoyées à la retraite au profit de dallots en béton armé. Le trafic maintenu en dépit des travaux permet aux usagers d'apprécier. Avant d'arriver à Bafia, c'était la magie. Ça ne donnait pas. Oui. Mais actuellement, là, tu roules, tu n'as pas de soucis. C'est une route assez comparable aux routes de Paris parce qu'elle est assez lisse et elle va très vite. On aurait bien voulu on ait 2 voies pour l'aller et 2 voies pour le retour, mais c'est déjà pas mal. C'est excellent. Le taux d'exécution sur l'ensemble des 3 lots dépasse les 95% et la fin des travaux est envisagée avec sérénité. On espère comme le délai jusqu'au 15 novembre, on va finir tout ça. Les usagers découvriront alors une deuxième station de pesage et une aire de repos. Vivement ces aménagements, ces développements consécutifs aux manifestations de certains Camerounais de la diaspora devant l'hôtel intercontinental où séjourne le chef de l'État à Genève en Suisse le week-end dernier. Sachez que 12 personnes ont été condamnées par la justice helvétique, des peines pécuniaires et des emprisonnements allant de 9 mois à 40 jours avec sursis. Et sur place au pays, les populations s'insurgent contre toute cette agitation. Une marche de protestation a d'ailleurs mobilisé les compatriotes du Sud à Ibolova durant le week-end dernier. Elles disent non à toute forme de dérive visant les institutions et le président de la République qui les incarne. Charles Abossolo Oba. Indignation au lendemain d'une énième tentative d'atteinte aux institutions républicaines. Pour une nouvelle fois, ils ont bravé l'interdiction de manifester pour s'en prendre au président de la République. Un échec cuisant cette fois encore, un acte anti-républicain condamné par les habitants d'Ibolova. Ce n'est pas tout à fait normal que nous soyons indifférents à ce qui se passe en Suisse. Le linge sale se lave en famille. Nous souhaitons que ceux-là qui sont en Occident, qui sont en France, en Europe et en Suisse, qu'ils viennent au pays, qu'ils viennent aider le chef de l'État, qui a encore besoin de... Une vague d'indignation qui traverse le Sud, indifféremment des appartenances politiques. À travers la région, des Camerounais de tous bords sont vent debout contre ces manœuvres antipatriotiques. Le Cameroun, c'est d'abord un État de droit et un État qui a des institutions. Donc nous devons tous respecter. Quel que soit là où nous nous trouvons, nous sommes d'abord Camerounais. Le Sud, qui a largement plébiscité le président Paul Biya à la dernière présidentielle, reste mobilisé, prêt à contrer toute initiative de déstabilisation des institutions de la République. Demain est jour de fête pour la communauté musulmane. Les préparatifs de la Tabaski animent les familles, marchés et lieux de prière. Après l'annulation des rites religieux l'année dernière du fait du coronavirus, les fidèles sont invités à renouer avec les mosquées, mais dans le respect des mesures barrières. Veille de Tabaski à Yaoundé, Étienne Pascal Azegue. Des derniers coups de balai pour rendre salubre l'espace qui va accueillir ce mardi les fidèles musulmans. La prière de l'Aïd el-Kébir se fera en plein air et non plus
à la mosquée centrale d'Nkozoa comme l'année dernière. C'est une très grande joie. Ça fait partie des particularités de cette fête parce que toute la grande communauté musulmane de Nkozoa va encore renouer une fois de plus avec ce monde de la piété qui se sont séparés il y a de cela 2 ans à cause de la pandémie à coronavirus. Nous exhortons toute la communauté musulmane, pas seulement la communauté musulmane de Nkozoa, la communauté musulmane du Cameroun, à pouvoir respecter les mesures barrières afin de mettre fin définitivement à cette crise de la maladie de coronavirus pour pouvoir donc mieux vivre sereinement et appréhender même les injonctions de la religion. Les fidèles comptent bien célébrer avec tous les non-musulmans d'Nkozoa. La communauté musulmane regorge non seulement les musulmans, mais les chrétiens et des athées. Ça veut dire qu'ensemble, nous devions commémorer cette célébration. Après la fête, donc, nous avons prévu à la chefferie une grande cérémonie qui regroupera donc tout ce bon monde dont je viens de signaler. C'est lui qui sera sacrifié demain en lieu et place d'Ismaël, comme le fit Ibrahim, pour faire honneur à Dieu. Et comme vous l'imaginez, l'heure est aux dernières courses pour le côté festif. Le marché des vivres du 8e arrondissement, ici à Yaoundé, grouillait encore de monde ce lundi. Des fidèles musulmans venus faire les achats, comme vous le verrez dans ce reportage de Joël Igor Abanda. Ce lundi matin, le marché des vivres du 8e arrondissement de Yaoundé grouille de monde. Ambiance inhabituelle ici à la veille de la célébration de la Tabaski. Les clients se bousculent pour se frayer le chemin. En majorité, des fidèles musulmans. Il faut faire les derniers achats et se ravitailler pour la fête de demain. On cherchait les condiments. On a déjà acheté le mouton. Nous attendons sérénement la fête. Je suis venu faire la finalité de mes achats. Bon, à savoir les condiments et autres pour la cuisine. On va acheter la tomate, tous les légumes, tout pour préparer. Il y a quelques heures de la célébration de l'Aïd El-Kébir, les prix des vivres ont été revus à la hausse. Les clients sont obligés de se soumettre à cette hausse des prix. Les commerçants, quant à eux, font de bonnes affaires. Les prix sont abordables. On a acheté les tomates, en tout cas tout ce qu'il faut pour la cuisine, quoi. Prix pour le moment à la hausse. Comme l'ail, par exemple, le kilo est déjà à 2500. Et les oignons aussi, ça a beaucoup augmenté. Les fidèles musulmans font donc leurs derniers achats ici au marché des vivres du 8e arrondissement de Yaoundé. Demain mardi, la fête du sacrifice, l'Aïd El-Kébir, va leur permettre de partager un repas avec la famille et les amis afin de remercier Allah pour sa miséricorde. Et elles se veulent toutes belles et pour certaines plus belles même encore demain. Les femmes musulmanes rencontrées ce jour à Yaoundé ont fait le passage obligé au salon de coiffure mais aussi chez le tailleur. Les cuisines n'ont pour autant pas désempli. Au centre de ces dames, un homme, Clovis Chamabo, des TV Centre. Dans les domiciles, tout a été mis à contribution pour cette fête de la Tabaski. Nous avons déjà acheté le mouton et ce n'était pas du tout moins cher. On avait besoin d'un bélier qui est bien gros et qui a beaucoup de la chair parce que après ça, c'est du sacrifice. On va sacrifier, on va partager. Dans les cuisines, condiments, viande, tubercules et autres denrées n'attendent plus que la cuisson. Et en plus d'apprêter les mets qui seront servis le jour de fête, les mamans ont également assuré côté vêtements et artifices de beauté. Scène marquante, le choix et l'achat du mouton à émouler par certaines femmes. Cette journée, c'est plus que pour acheter le mouton parce qu'on avait déjà cousu les habits, on a tout fait, il restait que le mouton. Donc comme on a le mouton, demain on va égorger, après la prière, on va égorger le mouton. Au menu demain, on va préparer le ndolé avec les frites de plantain, le poulet DG. Il y a aussi le riz sauté. Après, il y aura les fruits, les jus naturels. Comme lors des éditions précédentes, on l'imagine, la fête sera belle. Et pour vous donner un avant-goût des modèles de pain, des parures, mais également des coiffures qui vont donner de la couleur à la célébration de demain, je vous propose ce regard de Sidoine Moncam sur la Tabaski comme un défilé de mode en perspective. Se faire belle pour être au top le jour J. Nous sommes au quartier Briqueterie à Yaoundé, veille de célébration de la Tabaski. Dans cette concession familiale, Zara est à l'œuvre depuis les premières heures. À l'aide de ses mains habiles et du nécessaire pour le dessin, elle s'attelle à satisfaire sa clientèle. Il y a beaucoup de clients par la grâce de Dieu. La spécialiste du henné ou encore sifa en langue haoussa
produits différents dessins au choix de la clientèle et même des créations personnelles. Tu n'es pas décateleur. Quand je vois ta main, je sais déjà ce qui va se passer avec ta main. Là, je dessine. En cette veille de fête, femmes et enfants se bousculent. C'est comme un truc traditionnel chez nous. Au niveau de la fête, nous et les enfants, on doit se dessiner et mettre le vernis. À quelques pas de là, c'est l'univers des tresses, du tissage sur du cheveu naturel. À cette heure de la journée, ce n'est pas encore la grande affluence. Ça se passe pas très bien, il n'y a pas d'argent. Elle préfère généralement des tresses simples, comme les tissages. Dans ce salon de coiffure, l'on espère recevoir le maximum de clientes avant la fin de la journée. On va donc attendre cette Tabaski. D'autres nouvelles dans le journal, celle de la bourse, la régionale d'épargne et de crédit, désormais cotée à la bourse des valeurs immobilières d'Afrique centrale. L'opération s'est déroulée en présence du président de la commission de la CEMAC, Daniel Ona Ondo, et du ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé. Joseph Itote. Après plusieurs années dans le secteur de la microfinance et fort de son potentiel et surtout de la volonté de son top management à augmenter son volume d'activité, la régionale d'épargne et de crédit a décidé de faire son entrée dans la cour des grands de fort belle manière. Elle est désormais un établissement de crédit avec un plus, sa cotation en bourse. Nous sommes venus à la bourse pour obtenir les moyens nécessaires au développement de la régionale, notamment sa transformation en banque. Nous sommes venus en bourse aussi pour que nos souscripteurs puissent avoir un retour sur investissement. S'il n'est pas exceptionnel, il devra être remarquable. Ce changement de statut et de paradigme sont tributaires du dynamisme économique du Cameroun. Le succès qu'a connu l'opération de refinancement de l'eurobond du Cameroun le 30 juin dernier à Paris en est une preuve. Le 7 juillet dernier, je recevais des partenaires suisses. Ils posaient des questions. La seule réponse que je leur ai donnée, c'est ce qui s'est passé à Paris. Je leur ai dit que vous posez des questions sur le pays, comment le pays est. C'est pas compliqué. Il y a une semaine, ce que le Cameroun vient de faire, vous avez appris. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas meilleur exemple pour que vous compreniez que la signature de ce pays est améliorée et à son niveau normal. Redynamiser l'économie du Cameroun dans une perspective post-Covid, objectif au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. Et l'accompagnement de la régionale d'épargne et de crédit s'inscrit dans le droit fil de cet objectif. Ce que la régionale fait, c'est ce que nous souhaiterions voir beaucoup faire. Et nous invitons les uns et les autres à suivre ce chemin. Nous sommes venus ici pour encourager la bourse, pour encourager la régionale, pour encourager toutes les entreprises à se faire coter en bourse. À travers cette introduction en bourse, la régionale d'épargne et de crédit SA vient d'ouvrir son capital à de nouveaux investisseurs. Démarche qui lui permettra d'accélérer sa croissance et surtout de développer sa notoriété à travers le monde. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. À 20h passées de 48 minutes, c'est le temps de prendre des nouvelles de la riposte gouvernementale contre le coronavirus. 1% de plus pour la campagne de vaccination de masse qui s'est achevée le 16 juillet dernier, c'est-à-dire il y a pratiquement 3 jours. Le bilan de cette opération avec Évariste Eyenga, que nous retrouvons maintenant avec son invité Simon Atangana au centre des opérations des urgences de santé publique, ici à Yaoundé. Évariste, bonsoir.
Bonsoir Romuald, heureux de vous retrouver dans cette fenêtre interactive. Si l'on parle d'intensification de la campagne, c'est qu'évidemment, on s'attend aussi à un boom au niveau des chiffres, surtout qu'il y a eu rallonge de la période vaccinale. Essayons de faire un bilan, première partie de cette campagne intensive de vaccination. Voyons-le avec Simon Atangana, chef section logistique au programme élargi de vaccination. Simon, bonsoir. Bonsoir Évariste. Voilà, la campagne d'intensification de la vaccination s'est achevée. Quels sont les chiffres à retenir? Merci pour la question. Nous pouvons déjà retenir que nous avons plus de 310 000 doses de vaccins anti-Covid déjà administrées dans l'ensemble du territoire. Nous devons également retenir que nous avons moins de 150 000 doses actuellement en stock. Et cela signifie que si nous n'avons pas une nouvelle dotation de vaccins, nous risquerons de tomber en rupture. Mais nous sommes confiants et nous sommes rassurés que cela n'arrivera pas. Maintenant, en termes de personnes qui ont été vaccinées, qui ont été sensibilisées, que faut-il retenir? Les régions peut-être où on a le plus vacciné ou pas? Il est bien vrai que les données nous disent qu'il y a la région de l'extrême nord qui est en tête du nombre de personnes vaccinées. À cela suit la région du centre et les autres régions qui viennent après. Et sur le plan global, quel est le chiffre? Sur le plan global, nous avons, comme je viens de le dire, 310 000 doses, un peu plus de vaccins déjà administrés sur l'ensemble du territoire. Merci à vous, Simon Atangana. Plus de 300 000 doses de vaccins administrées. Il y a quand même eu des avancées, on y reviendra à l'édition de demain. Et dans la suite du journal, 156 anciens adeptes du groupe Boko Haram qui reprennent une vie normale. Ils ont rejoint le centre de transit du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration de Méry. C'est dans le département du Mbéré, c'est donc dans la région de l'extrême nord. Voici les précisions à ce sujet de Abdoulaziz Amadou de CRTV Nord. Le centre de transit de Méry compte désormais 574 ex-associés du groupe Boko Haram, dont 186 hommes, 134 femmes et 204 enfants. Tous sont pris en charge par l'État du Cameroun, appuyé par quelques agences du système des Nations Unies. En accueillant la dernière vague composée de 156 ex-associés, le représentant du coordonnateur national du CNDDR a rappelé les dispositions prises par le gouvernement pour augmenter la capacité d'accueil de ce centre. À Mémé, nous avons reçu l'espace pour la construction d'un centre multifonctionnel d'environ 1500 ex-combattants. Le financement a été acquis et on attend juste que le marché soit passé pour que la construction commence dans les plus brefs délais. En attendant le démarrage du chantier, le chef de centre régional a invité les ex-associés à faire davantage confiance aux institutions de la République et à apporter chaque jour leur contribution au processus de désarmement. L'occasion faisant le larron, Oumar Bichahir, au nom du coordonnateur national, leur a remis 2 bœufs, 5 béliers et bien d'autres produits alimentaires pour la fête de la Tabaski. De l'extrême nord, nous retournons ici à Yaoundé. Juste un clic et nous voici sur les réseaux sociaux. Les jeunes sont invités à un usage responsable de ces supports de communication. Exhortation de la ministre des Postes et Télécommunications Minette Libomli Linkeng. C'était hier à Yaoundé au cours d'une causerie éducative. Irène Zanafouda. Ces jeunes de tous les âges, passionnés de basketball, sont accrochés aux lèvres de la ministre des Postes et Télécommunications qui vient leur inculquer les valeurs de l'utilisation responsable des réseaux sociaux avec lesquels la plupart d'entre eux se familiarisent. Les réseaux sociaux sont une réalité avec laquelle on doit faire. Un jeune qui est sensibilisé est déjà prêt à protéger son avenir et à défendre le Cameroun. Comme une mère, Minette Libomli Linkeng parle à ses enfants qui restent sensibles à son plaidoyer. Encore doublé de prudence, de vigilance, on doit être intelligent. Quand nous voulons poster une information, s'assurer qu'elle soit vraie. Les ambassadeurs de la cybersécurité accrédités au ministère des Postes et Télécommunications servent de relais pour intensifier la campagne de lutte contre les dérives cybernétiques. Il y a des valeurs
entre autres le respect des règles. On va utiliser ces mêmes valeurs-là pour sensibiliser les jeunes au quotidien. Le levier de la sensibilisation est donc plus que jamais activé afin que l'étiquette de relais naïf des pourfendeurs de la République ne soit collée à aucun d'entre eux. Un air de jeu dans ce journal avec du songo, un jeu traditionnel qui promeut la cohésion sociale et le vivre ensemble africain. Allons au carrefour Etoudi, ici à Yaoundé, où se rassemblent régulièrement plusieurs joueurs de songo. Nous y retrouvons un spectateur précisément, Vincent de Paul Mebara. Lieu dit carrefour du palais à Etoudi. Les amoureux du songo s'amassent sous les arbres pour une séquence de jeux. Le songo est un jeu traditionnel écan. Donc ça s'appelle d'ailleurs songo parce que c'est quelque chose qui est plus ou moins couché. Et quand on veut donner tout le nom de songo, on l'appelle songo. Mais le songo n'est pas qu'un simple jeu pour oisifs comme on tend à le croire. Ses valeurs vont au-delà du divertissement. C'est un jeu d'hommes mûrs qui réfléchissent beaucoup, qui développent des stratégies pour la société. Dans le jeu de songo, on prône les valeurs de la tolérance, on prône la solidarité, on prône l'entente dans la société. Les jeunes s'y intéressent aujourd'hui et proposent même de révolutionner cet art. Le système aquarium, je l'ai créé dans le but de faciliter le gain du jeu dans le songo. Tu donnes 10 pions à quelqu'un dès le début du jeu et tu en prends 4. Quand tu prends 4, tu te retrouves dans une position où une personne ne peut plus traverser de son côté. Et dès lors, pratiquement tu es gagnant. Au demeurant, le songo étend ses tentacules dans toute la société à travers la tolérance, l'intelligence, la patience, le rassemblement qui constituent ses vertus. Les dernières nouvelles des préparatifs de la Tabaski nous ramènent dans le septentrion et nous allons à Garoua où le lamido de la ville a organisé une compétition pour consacrer le meilleur cheval. Les nouvelles de cette parade avec notre correspondant sur place, Oumar Sanda Ayatou. Au total, ce sont 56 chevaux qui ont répondu à ce concours du plus beau cheval du Lamida de Garoua, édition 2021. Repartis dans 3 groupes, 14 chevaux ont représenté l'écurie du Lamido, 14 autres étaient pour les notables et 28 pour les particuliers. Chaque groupe avait son passage devant le monarque, entouré de ses notables ainsi que le parterre d'invités. Et à l'issue d'une parade difficile à départager le concurrent, le choix est finalement porté sur Al-Moussafir, le cheval du Lamido. Il faut noter que les critères, c'était d'abord la taille du cheval, l'embonpoint, la robe, ça veut dire la couleur, et aussi le physique même. 2 autres concurrents ont complété le podium. Il s'agit de Gasoline de l'équilibre au garé classé 2e et de Njirou du notable Ayatoulawan 3e. Une appréciation à sa juste valeur pour les participants. Les qualités de cérémonie ici qu'on attendait de tous les lamibés, ça veut dire que vraiment l'entretien du cheval est prioritaire chez les lamidos. Les gagnants ont reçu des prix offerts par Sa Majesté Ibrahim El Rachidini qui, par ses gestes, a lancé le début des festivités de la Tabaski dans son Lamida. En sport, nous parlons des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La délégation camerounaise composée de 25 personnes, dont 12 athlètes, est dans la capitale japonaise depuis hier. Zoom ce soir sur la boxe pour évaluer les chances de réussite de Maxime Yenyong Jeyo de la catégorie des super poids lourds de plus de 91 kg. Voici son profil dressé par Joseph Guetta-Mandeng. C'est sur ce ring de Dakar au Sénégal que Maxime Yenyong Jeyo arrache sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. C'était au mois de février l'année dernière lorsqu'il s'est défait de l'Algérien Chouaï Bouloudinats à la finale d'une compétition qui a duré 10 jours. Mécanicien de formation, Maxime Yenyong Jeyo est entré dans le monde de la boxe par passion et surtout, dit-il, pour protéger sa famille des primates de toutes sortes. Le temps aidant, son envie de triompher dans cette discipline sportive le propulse et le hisse sur le toit
territoire de l'Afrique. Avec une médaille d'or au tournoi de qualification olympique africain dans la catégorie des super lourds, le boxeur camerounais de 27 ans devient l'un des meilleurs en Afrique chez les plus de 91 kg. C'est lui que ses pairs appellent affectueusement Bibinga, est un véritable tueur sur le ring. Maxime Yenyon Djeyo est présent en terre japonaise depuis le 5 juillet dernier et chaque jour, il s'entraîne au gymnase de la ville de Ita en compagnie de ses deux autres compatriotes, Albert Mengue Aïssi des plus de 91 kg et Wilfried Seyi des moins de 75 kg, eux aussi qualifiés pour les JO de Tokyo. Maxime Yenyon Djeyo va aux Jeux Olympiques avec l'espoir de monter sur le podium quelle que soit l'adversité rencontrée. Une possible chance de médaille pour la Team Cameroun parmi ces 12 athlètes. On va le vivre à partir de ce vendredi 23 juillet 2021, date d'ouverture des Jeux Olympiques 2020 dans la ville de Tokyo au Japon. Vivement la médaille, quelle que soit l'adversité. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.